Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Chaque mardi de 12h30 à 13h, vous en avez l'habitude, en direct sur Décideur TV, nous traitons une problématique liée à l'emploi. Soit en rentrant dans les coulisses du département RH d'une entreprise, soit en traitant une problématique plus transverse. Et aujourd'hui, nous sommes bien dans le second cas, puisque nous allons aborder les nouvelles formes d'emploi en France et en particulier, nous allons nous intéresser au portage salarial. En quoi consiste-t-il? Qui est concerné? Quels sont les avantages et les risques pour l'entreprise et pour le salarié? C'est ce que nous allons voir avec Patrick Lévy-Vetz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'ITG, leader du portage salarial en France et président également de la fondation du même nom, au sein de laquelle vous menez des études prospectives avec d'autres partenaires sur les mutations du marché du travail justement. Nous allons écouter avec attention votre éclairage. À vos côtés, Bruno Salmon, vous êtes l'ancien président de BNP Paribas Personal Finance, plus connu du grand public sous le nom de la marque CTLM. Oui. Aujourd'hui, vous êtes retraité depuis seulement 2 mois, mais pas vraiment, puisque vous continuez d'exercer une activité professionnelle et vous avez choisi justement le régime du portage salarial et vous allez nous dire pourquoi. Alors, messieurs, peut-être tout d'abord, qu'appelle-t-on une forme atypique d'emploi? Monsieur Lévy-Vetz, peut-être. Alors, c'est une forme d'emploi qui n'est ni un statut d'entrepreneur sous toutes ses formes, auto-entrepreneur, création de SARL, création d'URL, etc., ni un statut de salarié au sens classique du terme. C'est donc pour ça qu'il s'appelle statut hybride, on parle de forme hybride d'emploi, c'est à la fois, on va dire, les avantages de l'entrepreneur et les avantages du salarié. Alors, que peut-on regrouper dans ce terme forme atypique d'emploi? Est-ce que vous avez des exemples? On a parlé du portage salarial, oui, y en a-t-il d'autres? Oui, alors d'abord, selon les pays, il y a différentes acceptions du terme, ça s'appelle umbrella company, ça s'appelle payrolling dans d'autres, portage salarial en France. Vous avez aussi en France les coopératives d'activité qui sont une autre forme qui est dans le secteur marchand puisque c'est dans l'économie solidaire. Mais en fait, vous avez... Alors, est-ce que on peut le rejoindre des fameuses SCOP qui ont été remises au goût du jour lors de la reprise de Cifrance l'année dernière, ouais. Ces fameuses sociétés, effectivement... Ça, c'est différent. C'est différent. C'est une forme capitalistique très, très différente. Non, ce qui singularise les formes atypiques d'emploi, c'est la possibilité pour une personne à la fois d'avoir une sécurité économique, sécurité de protection sociale, c'est-à-dire d'être salarié pour un temps, et en même temps d'être autonome dans la manière dont il va gérer son business. Au fond, c'est un indépendant qui est salarié. Alors aujourd'hui, quel est l'état des lieux sur le marché du travail français? Quelle est la part de ces emplois sur l'emploi privé en général? Alors c'est encore assez marginal puisqu'on a à peu près, on imagine, entre 30 et 50 000 personnes qui sont en portage salarial, en forte croissance d'année en année. Et puis il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'un arrêté du ministre du Travail qui était attendu par la profession depuis plus de 3 ans, qui date du 8 juin de cette année, absolument, a permis d'encadrer juridiquement, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de faire appel à des portées sans avoir de risque juridique. Et donc, en établissant juridiquement, on va dire institutionnellement, cette activité, ce statut-là, il permet finalement au plus grand nombre de venir en portage salarial pour leur permettre vraiment de développer leur activité. Étant entendu que pour l'instant, cet arrêté est réservé aux cadres, mais que les négociations vont continuer. Alors, on aura l'occasion effectivement d'y revenir, mais vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, seulement les cadres sont concernés, et puis des cadres bien spécifiques, puisque seuls ceux qui gagnent au moins 2 900 € bruts sont concernés. Bruno Salmon, je l'ai rappelé en début de cette émission, vous êtes dorénavant retraité de BNP Paribas, oui. Mais vous continuez d'exercer l'activité d'advisor auprès de 2 sociétés. Alors peut-être déjà, qu'est-ce qu'un advisor? Écoute, un advisor, la traduction française, c'est conseiller. En fait, ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas de conseil d'administration et qui utilisent un groupe d'advisors, un groupe de conseillers pour leur stratégie et pour leur projet de développement. Donc, c'est un peu l'équivalent. Alors, peut-être une question un peu personnelle pour commencer. Pourquoi vouliez-vous effectivement continuer à travailler?
Ah, écoutez, j'ai jamais imaginé les choses autrement parce que je crois que je suis construit comme ça. J'ai eu une vie professionnelle tout à fait passionnante. J'ai été pendant 41 ans dans la même entreprise et il n'y a jamais un instant où j'ai pensé qu'après m'être arrêté dans cette entreprise, je ne ferais rien. Donc voilà, je ne me vois pas m'occuper que de mes vacances et de moi-même. Donc voilà, donc je dirais c'est le prolongement naturel pour moi de mon activité. Alors, aviez-vous pensé au portage salarial en quittant BNP Paribas? Vous étiez dit... Non, alors très sincèrement, je ne connaissais pas très bien le portage salarial. Moi, j'ai une vie professionnelle très simple et très longue dans le temps. J'ai toujours été salarié. Du coup, quand j'ai vu que je ne serais plus salarié de mon entreprise et qu'on me proposait du travail dans notre société, je me suis demandé comment j'allais faire. Donc, dans ces cas-là, on vous dit il faudra facturer des honoraires. Quand vous étiez salarié, vous n'êtes pas habitué du tout à faire ça. Et donc, le statut effectivement d'indépendant et alors l'option juridique qui peuvent s'ouvrir à vous, c'est soit de créer votre propre société. Absolument, soit vous créez votre URL et puis... Ou le statut d'auto-entrepreneur, mais alors là, il ne faut pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires. Ah oui, alors le statut d'auto-entrepreneur, vous connaissez le sujet du plafond, donc il ne faut pas dépasser un certain volume d'activité. C'est très vite fait quand même en facturation. Donc si vous créez votre EURL, votre société, vous découvrez d'abord les charges que vous allez avoir à payer, vous découvrez ensuite le travail administratif que vous allez avoir à faire pour vos propres déclarations, le RSI, le fisc, la TVA, enfin vraiment il y a beaucoup d'activités et de complications administratives. Et puis ensuite il faut que vous facturiez vos clients. Donc il faut aussi tenir une activité comptable de facturation, plus tenir la comptabilité de sa société. Donc après, quand j'ai regardé le portage salarial, je me suis rendu compte qu'à un coût qui est très comparable, la totalité de la déclaration est faite par la société de portage, par ITG en l'occurrence, qu'ensuite les facturations sont faites aussi par la société de portage. Et donc, quand on compare les deux... Je rebondis sur vos propos, puisqu'un invité nous demande comment choisir sa société de portage. Alors, vous nous dites, voilà, j'ai choisi ITG. Comment avez-vous fait ce choix? Écoutez, j'ai regardé sur Internet les sociétés de portage. ITG est la plus importante et la plus réputée. En fait, j'ai simplement ensuite pris contact parce que je voulais rencontrer les personnes et voir comment ça se passe. Quand on rentre en contact avec ITG, en fait, on va à une réunion d'information, où on est d'ailleurs avec d'autres consultants, d'autres indépendants. Moi, j'ai fait le choix aussi d'aller après à une réunion de formation marketing pour voir un peu ce qui était proposé. C'était une réunion de formation où on vous apprend à vous présenter, à faire un dossier de présentation, à calculer sa facturation, enfin toute une initiation. Donc ça, c'est la société de portage qui fournit ces... Alors en plus, c'est gratuit. Voilà, donc peut-être ajouter un point. Choisir sa société de portage, c'est trois choses, et à mon avis, c'est trois éléments, parce que aux internautes qui posent des questions, évidemment, ont l'embarras du choix. Le premier élément, c'est la sécurité. C'est paradoxal, c'est la sécurité juridique et financière de l'entreprise de portage. Pourquoi? Parce que vous faites confiance. Moi, je dis toujours, vous confiez votre argent à une société qui va facturer pour vous, et qui ensuite va transformer... Rappelons justement le principe de base, peut-être du portage salarial. Oui. On a donc un salarié, vous en êtes un exemple, Monsieur Salmon, qui va du coup vendre des prestations à des sociétés clientes, mais qui sera employé et rémunéré par une société tierce qui est la société de portage. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, parce qu'en fait, on est indépendant, mais on trouve ses clients. Donc en fait, la relation commerciale, elle est bien avec le consultant. Et le consultant, en fait, choisit de se faire porter, c'est-à-dire de devenir salarié de l'entreprise de portage. Et en fait, tout le reste de sa relation avec l'entreprise de portage, avec ITG pour moi, c'est une relation de salarié. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration d'activité, il y a un bulletin de salaire, la facturation est faite par ITG à l'entreprise pour laquelle je travaille. Et donc, vous êtes rémunéré, c'est une question d'un internaute, par la société rémunéré par ITG. Donc c'est un vrai Et sous quel type de contrat? Est-ce qu'on est sur là un CDD, un CDI? Nous, on privilégie le CDI quand c'est possible. Évidemment, on a quelques CDD, mais on privilégie un CDI et un CDI à temps partiel. D'abord parce que notre démarche, évidemment, ça dépend de la personne. Si elle veut faire, ça nous arrive d'avoir des personnes qui ont une mission et qui nous demandent de le faire
pour une fois, c'est-à-dire one shot. En revanche, la majorité des personnes, c'est des personnes qui soit sont en transition professionnelle, en reconversion professionnelle, soit dans une volonté de s'installer un peu durablement dans un tel statut. Et alors notre démarche à nous, c'est d'accompagner les personnes, et c'est très important, c'est un autre facteur de choix des entreprises d'une société de portage, c'est d'accompagner précisément, comme le disait Bruno Salmon, pour permettre de gagner en autonomie et de gagner d'autres missions. Et donc à partir de là, si on s'inscrit dans une démarche de pérennité, on essaye au maximum, selon les cas, et ce n'est pas toujours le cas, mais selon les cas, de permettre à chacun d'avoir un CDI à temps partiel et qui petit à petit va pouvoir ancrer une relation pérenne d'accompagnement de notre part et pérenne avec la personne. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que j'entends derrière vos propos que finalement le rapport de employeur-employé se fait vraiment entre la société de portage et son salarié avec justement même une visibilité sur l'opérationnel de votre activité. C'est-à-dire que vous donnez peut-être même des objectifs de volume d'affaires. Non, comment ça se on passe? ne va pas jusque-là. Enfin, ça dépend. Selon les personnes qui viennent et qui nous rencontrent, ils demandent un peu plus d'attention parce qu'ils souhaitent avoir un miroir dans leur propre activité. Donc on en rencontre et selon la demande, vous savez, une personne qui est autonome, c'est une personne qui par principe souhaite pouvoir développer selon son propre son choix personnel. Et donc on doit être à l'écoute de son besoin. On doit être là en accompagnement s'il le souhaite, mais s'il ne le souhaite pas, il faut aussi laisser cette liberté-là. Notre responsabilité à nous, c'est d'être cet accompagnateur selon la demande de la personne. Mais parce qu'il y a un risque pour vous, Patrick Lévy-Wetz, parce que derrière effectivement le portage salarial, il y a aussi un business model pour votre entreprise et vous êtes quelque part dépendant de l'activité de vos consultants. Est-ce que justement vous arrivez, il faut gérer ce cycle d'activité? Alors d'abord, évidemment, on a cette nécessité, bien sûr. On a la nécessité aussi d'avoir une extraordinaire précision dans la manière dont nous travaillons. Hein. On a aujourd'hui 2700 consultants qui sont d'ailleurs structurés par typologie de métier pour qu'il puisse y avoir des clubs. Donc on crée une dynamique d'entraide à l'intérieur de la structure et on a en effet économiquement besoin d'être extraordinairement pragmatique, souple et de permettre en effet cette volatilité potentielle d'activité. J'ajoute que ça, c'est le propre des sociétés de portage qui marchent bien, c'est qu'on est en croissance permanente parce qu'on apporte ce service supplémentaire et qui permet à chacun de développer sa propre activité. Moi, si je peux intervenir, il y a le moment où on choisit l'entreprise de portage. Oui. À ce moment-là, on n'a pas encore tous les éléments de fonctionnement. Et donc, en fait, on fait ce choix. Avant d'avoir des clients ou en général, en ayant déjà un, la plupart des consultants, c'est parce qu'ils ont déjà une mission. Mais ils peuvent être aussi encore en négociation. Vous recevez, vous, des personnes qui viennent en disant « je veux être en portage salarial » mais qui n'ont pour l'instant pas encore d'idée, même d'activité, ou ont leur idée mais n'ont pas les clients? Bien sûr, c'est même le service qu'on apporte le plus important au plus grand nombre, c'est qu'on leur permet de venir, comme le dit Bruno Salmon, dans une journée d'information, dans une réflexion sur leur propre activité. On reçoit ceux qui sont toujours intéressés quand on leur a expliqué le modèle. Et petit à petit, on va aider chacun à trouver sa propre voie. On va précisément permettre à chacun de trouver son expertise et d'utiliser son réseau. Donc on est un incitateur, on est un facilitateur et on est évidemment une entreprise qui a des devoirs extrêmement importants. Absolument. C'est pour ça que je veux dire, au moment du choix de l'entreprise, en fait, on fait un choix sur la solidité juridique de l'entreprise à laquelle on s'adresse. On fait un choix aussi économique. Est-ce que par exemple, par rapport à une SARL, ça coûte plus ou moins cher? Quand on compte le coût, les charges d'une SARL, on oublie toujours de compter le comptable. Si vous rajoutez le prix d'un comptable, par exemple, quelqu'un qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, s'il rajoute ce qu'il va devoir verser chaque année à son comptable, honnêtement, ça vaut largement le coût de la commission prise par une société de portage. Et puis, la qualité des gens qu'on rencontre. Voilà, ça c'est ce qui fait qu'on choisit telle ou telle entreprise. Ce qu'il y a, c'est que la vie ensuite commence, c'est-à-dire que la relation avec la société de portage pour le consultant, c'est une relation qui est au moins mensuelle et souvent beaucoup plus fréquente que ça. Alors il y a à la fois la relation sur les conseils qui sont donnés, sur la formation, même aussi la qualité de la relation administrative avec les gens qu'on a au téléphone, et puis l'outil qui est mis à disposition du consultant pour gérer son activité.
Et donc, moi, j'ai découvert ça plus récemment en étant devenu porté d'ITG. C'est-à-dire qu'on a un outil Internet qui s'appelle le bureau ITG qui permet au consultant de chez lui, sur son iPad ou sur son ordinateur, de gérer la totalité de son activité, c'est-à-dire de faire ses déclarations, de compter ses frais, de faire sa facturation, etc. Et il a une vision instantanée et historique sur la totalité de son activité. Alors, je vous remercie Bruno Salmon de ce témoignage. On a le point de vue du salarié, maintenant du côté de l'entreprise. Ouais. Comment ça se passe? Et c'est une question de Charlie. Est-ce coûteux pour une entreprise de mettre en place le portage salarial? Pour une entreprise du cliente? Non, pas du tout. Quand on embauche? Non, pas du tout. C'est pas coûteux. D'abord, il faut bien comprendre, les entreprises ont aujourd'hui besoin, des fois ne recrutent pas parce qu'ils ont besoin d'un besoin ponctuel et donc plutôt que de recruter, cherchent à avoir ou des indépendants ou des freelances ou des personnes en portage. Bon, c'est un statut à part entière. La singularité et l'intérêt pour l'entreprise, c'est quand elle a choisi sa société de portage. Et quand elle-même, elle est sûre que les sociétés de portage sont solides économiquement, sont sérieux sur le plan de la législation et donc sur le plan de la réglementation. L'entreprise en question ne va ne payer que la prestation fournie. Elle va payer la prestation à ITG. Et donc vous complétez le revenu? Non, pas du tout. On va transformer l'honoraire en salaire pour notre salarié. Qui correspond à son activité. Mais au départ, vous mettez d'accord sur... non, ce n'est pas un salaire déterminé à l'avance, c'est les fonctions de l'activité. Les fonctions de l'activité. Le prix de la mission, il se discute avec l'entreprise cliente, à qui on va facturer des honoraires. Dans mon cas d'ailleurs, au début, je ne savais pas que je serais porté. Donc le contrat, il n'était pas avec une société de portage. Et après, pour l'entreprise cliente, ça ne fait aucune différence. Sauf un avantage. Donc, si je peux me permettre, donc ça veut dire que votre revenu est irrégulier. Il est fonction de la même manière qu'un tout indépendant. Fonction de votre activité. Donc l'avantage qu'apporte le portage, ça va être précisément de cotiser aux indemnités chômage, à la retraite, ce que n'apportait pas un régime plus indépendant? Oui, mais c'est limité. Enfin, si je peux me permettre, il y a plusieurs solutions. Premièrement, c'est en effet de cotiser pour ceux qui en ont besoin. Deuxièmement, comme le disait Bruno Salmon, c'est de permettre de prendre en charge toute l'activité administrative. Ça, c'est d'autres personnes. Troisième élément, je reviens quand même sur la question de votre internaute, c'est que pour l'entreprise, il y a une sécurité. Il n'y a pas d'enjeu de requalification. Il n'y a pas de problème de prêt de main-d'œuvre parce que le portage est autorisé en tant que tel, donc il n'y a pas de prêt de main-d'œuvre. Et il n'y a pas de requalification parce que quand on fait appel à un indépendant, que l'indépendant a passé trop de temps, même une URL, et à un seul client, il y a un risque de requalification pour l'entreprise. Donc il y a plusieurs avantages pour l'entreprise qui va utiliser quelqu'un de porté, et il y a évidemment, comme on l'a dit, des intérêts propres selon les personnes, selon leurs besoins, soit de cotiser. Bob demande combien se rémunère votre société sur quel pourcentage vous prenez sur le c'est chiffre simple, d'affaires les entreprises de portage salarial sérieuses, c'est ce qu'on est évidemment en étant le leader et le plus important du marché, c'est autour de 10%. Après, c'est dégressif selon le montant, c'est autour de 10%. Pourquoi 10% ? 10%, ça représente d'abord l'infrastructure. Deuxièmement, la sécurité économique minimum pour qu'on puisse garantir que l'argent est bien géré, l'argent de consultant. Et troisième élément, tous les processus d'accompagnement, d'outils qui sont mis à disposition. Sans ce dispositif-là, les entreprises perdent de l'argent, toutes. Et à partir de là, il y a un risque économique pour les porter. Donc c'est le minimum au départ. Après, ça peut descendre selon le montant des honoraires, évidemment. Descendre à 9, 8, 7. En général, ça descend peu en dessous parce que sinon, il y a un risque réel économique et c'est l'intérêt du porté pour le coup. Je fais le lien avec ça parce que 10%, oui, ça paraît gros. En fait, je reprends l'exemple de quelqu'un qui fait 50 000 euros d'activité. 10%, ça va faire 5 000 euros. Si vous devez payer un comptable sur une année, souvent, il va vous demander à peu près ça. Donc, il faut souvent le traduire en euros. Et je reviens sur le point que vous souleviez tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas, je dirais, un modèle de consultant qui veut se faire porter. Il y a des gens qui ont des motivations très différentes. Moi, je suis l'exemple d'un retraité. Bon, mais c'est marginal dans l'activité des portés, j'imagine. Beaucoup sont soit des jeunes qui font ça par choix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de rentrer comme CDI dans une entreprise pendant longtemps. Souvent, ce sont des experts qui savent qu'ils trouveront du boulot facilement. Soit
très souvent des cadres qui ont eu un accident de parcours ou qui Alors, ont... justement, Voilà. effectivement. Est-ce que c'est une solution qui est là pour Alors, en moi, cas de pépin voilà, moi, j'en ai rencontré beaucoup dans les réunions de présentation. Et en fait, le choix pour eux entre la SARL ou la société de portage, la société de portage leur amène une sécurité parce qu'ils continuent à cotiser aux ACDIC et à avoir droit aux ACDIC, qu'aucune autre solution juridique ne leur offre. Donc en fait, c'est une solution de court terme, ce n'est pas une solution de long terme. Ça peut être une solution de long terme. Ça dépend. On a, pour le coup, chez nous, on a des personnes, on a vraiment 20% ou 25% de personnes qui sont à long terme. Quand on dit long terme, c'est plus de 4 ans. On a l'immense majorité, la moyenne c'est 4 ans. C'est pour vous donner un exemple, donc c'est quand même assez long. Et puis vous avez ceux qui vont créer une entreprise derrière, une passerelle. C'est une passerelle pour des personnes qui passent de salariés à je vais vendre des missions. Puis quand ils ont développé, de devenir entrepreneur, exactement, tout en sécurisant. Nous on pense et on le voit tous les jours. Il y a une augmentation de personnes qui viennent. C'est une passerelle et ils vont créer leur propre entreprise derrière. Puis ensuite, évidemment, une importante catégorie de personnes, comme le disait Renaud, c'est on a vraiment ces personnes qui sont en transition professionnelle entre un emploi et un autre. Vous savez, 60%, toutes les études du monde, 60% de ceux qui ont une mission retrouvent plus facilement de l'emploi. Donc, il y a intérêt à chercher des missions quand on a perdu son job. Il y a intérêt à se mettre sur le marché du travail autrement pour retrouver y compris pour retrouver un job après. Certains d'ailleurs restent en portage parce qu'ils trouvent ça formidable. Ils sont plus autonomes, ils sont plus. Alors, est-ce une solution pour l'élite ou peut-on imaginer de généraliser ce statut aux non-cadres, par exemple? Alors, ça, c'est un débat qu'il y a eu avec les partenaires sociaux. La France, vous savez, est très rétive à ces nouvelles formes d'emploi. À peu près 4% en France. Contre, par exemple, 24% en Italie, 24% 13% en Angleterre. Voilà, 13% en Angleterre. Je trouve que c'est intéressant parce qu'un pays du Sud et un pays du Nord. Quelle est la raison? La raison, c'est qu'en France, il est établi que le CDI est la norme. Nous, ce qu'on dit, c'est que, et c'est ce qu'on veut au travers de la Fondation, c'est dire il faut réfléchir aujourd'hui parce qu'il y a, en dehors de l'emploi, les jeunes n'y accèdent pas et les seniors, c'est au-delà de 45 ans, c'est pas 70 ans, 45 ans, ne retrouvent que très difficilement un emploi ou en tout cas après un long moment. Donc il faut renverser le sujet et il faut regarder à quelles conditions on peut élargir en effet l'utilisation du portage salarial, de ces nouvelles formes d'emploi, en permettant une sécurité et en évitant une précarisation. Et donc on ouvre une négociation précisément avec le syndicat représentatif du portage salarial, le PEPS. On ouvre une négociation avec les syndicats pour élargir à la notion de professionnel autonome. Nous savons que nous sommes dans une économie de la connaissance. Toutes les personnes qui travaillent sur le web savent qu'ils veulent être autonomes. Parce que sur quel secteur on peut généraliser ça? Parce qu'on comprend très bien effectivement dans l'économie de la connaissance, dans le modèle du consultant, le client commande des missions, donc on est sur du ponctuel. Donc on imagine très bien que le portage salarial est ici un statut tout à fait adapté. Mais peut-on le généraliser à d'autres secteurs et à d'autres types d'emplois? C'est là où on a du mal à concevoir, imaginer par exemple un ouvrier en partage salarial. Est-ce que c'est possible? Ce ne sera pas possible. Jamais, parce que les partenaires sociaux veulent éviter une précarisation, parce qu'elles veulent éviter quoi? Elles veulent éviter que Donc c'est un statut précaire? Non, c'est un statut précaire si la personne n'a pas la capacité d'autonomie. Ce qu'on doit regarder, c'est est-ce qu'une personne a la capacité d'autonomie. Il faut qu'il soit entrepreneur. Et alors on va me dire, mais un ouvrier peut très bien être… Oui, c'est vrai. Mais le risque associé, les partenaires sociaux ne le veulent pas. Il faut reconnaître… il faut être un entrepreneur pour effectivement… Je pense qu'il faut être un entrepreneur, mais il y a différentes… Voilà, de soi, parce que être expert, ça peut être entrepreneur. Il y a beaucoup dans l'informatique ou dans le pétrole ou dans l'énergie, etc., des experts en fait qui gèrent leur employabilité par eux-mêmes, c'est-à-dire qui choisissent ce statut-là. Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Ce sont des experts qui choisissent d'être indépendants. Alors, vous disiez dans le web, effectivement, vous pensiez du coup peut-être au webmaster, tous les métiers du web, les nouveaux métiers du big data. Les jeunes, autant les seniors, c'est souvent parce qu'ils ont besoin d'une transition. Les jeunes générations qui arrivent justement, ont intégré… Je rebondis, excusez-moi, sur justement une question de…
anticiper la question de Mimi, voilà, qui dit Bonjour, en Mimi. fait ça a l'air d'être une bonne solution pour ceux qui ne veulent pas partir à la retraite. Alors Monsieur Salmon, vous êtes peut-être visé, mais là c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est que finalement ça s'adresse aussi aux jeunes, Mais et les notamment jeunes générations, mais vous avez beaucoup. Les jeunes générations, elles ont intégré deux choses dans le marché du travail. Le premier, d'abord, elles ont vu leurs parents et maintenant la génération qui arrive, leurs grands-parents est au chômage. Elles ont compris qu'il y avait discontinuité, qu'elles ne seraient plus toute leur vie dans une entreprise. Et donc à partir de là, qu'il y avait une forme de consumérisme du travail. Et donc elles disent, donnez-moi une mission, je vous apporte ma compétence, et elles vont chercher là où il y a des compétences. Donc il y a une démarche des jeunes qui est très différente. On voit de plus en plus de jeunes autonomes qui veulent rester en dehors de l'entreprise, apporter un Alors concours, justement, mais n'est-ce libre pas, à l'extérieur. est-ce une réponse aussi à cette génération Y, justement, née entre les années 80 et 2000, et qui justement aspire à plus d'autonomie et plus pas de moins de responsabilité sécurité. et pas moins de sécurité. Alors Absolument. est-ce qu'on est justement dans ce bon compromis? C'est ma conviction. Ma conviction, c'est que autant ça a été, le portage est né pour aider les cadres en transition professionnelle, donc en reconversion, autant on a une évolution très sensible de cette génération-là qui a envie en effet de trouver un modèle hybride auquel le portage répond parfaitement bien. Alors, on recevait hier Denis Terrien, qui est le PDG du groupe 3 Suisse International, mais également président du think tank Entreprise et Progrès. Il nous disait qu'il faut faire tabula rasa du code du travail actuel, repartir d'une page blanche et en mettant les aspirations de l'individu salarié au centre. Alors, je suis d'accord Est-ce que sur vous êtes d'accord? l'objectif, mais pas sur la méthode. Je vais m'expliquer. Jamais un pays n'a fait une évolution, une révolution de son modèle social. Donc, on est dans un pays où l'aversion au risque est majeure, où les personnes ont peur, et c'est pas en cassant la logique de sécurité, c'est au contraire en trouvant les sécurités dans les périodes de transition. En revanche, là où je suis d'accord, c'est l'objectif, et c'est l'objectif de la fondation, auquel énormément de personnes, la directrice générale de Croissance Plus, la CGT4, la CFDT4, Luc Châtel, Olivier Faure, des personnalités ad hoc, donc des personnalités très nombreuses et très diverses sont venues se rejoindre cette fondation qu'on a créée, précisément sur le même objectif qui est de dire il faut repartir des personnes pour faire évoluer sensiblement le modèle, pas en le cassant, pas en faisant table rase, parce qu'avant de faire table rase, d'accord, il se passera du temps. Alors Bruno Salmon, est-ce que vous conseillerez à vos enfants ou petits-enfants de commencer à rentrer sur le marché du travail via le portage salarial? Moi, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, mais une personnalité qui veut manager sa vie et manager sa vie professionnelle, oui, parce que je trouve que cette formule réunit la capacité d'être indépendant et la capacité d'entreprendre avec la sécurité qui est donnée à un salarié. Et donc... Alors justement, voilà. Zoé dit, quelle protection pour les salariés? Alors je me dis, mince, on n'a pas été clair. Quelle sécurité justement cela apporte? Vous êtes salarié. Vous êtes salarié. Vous avez toute la protection d'un salarié, absolument toute la protection d'un salarié, c'est-à-dire on cotise, comme vous le disiez, aux caisses de retraite, d'assurance maladie, chômage. Absolument. Et donc, il y a vraiment une sécurité du salarié. C'est en fait une évolution du lien de subordination, puisque mais votre contrat peut prendre fin. Prend fin sur quand vous avez modalités qu'on a définies avec la personne quand les missions sont arrêtées, mais on a une obligation de formation, d'exécution de la formation, et c'est très important que les personnes qui choisissent la société de portage vérifient absolument tous ces éléments. Je crois que c'est un élément fondamental, parce qu'on a Oui. pu voir ici ou là qu'effectivement certaines sociétés Oui. de portage ne remplissent pas toutes leurs obligations. Et ce Absolument. sera peut-être effectivement le mot de la fin et le conseil que nous pourrons donner à nos auditeurs de bien choisir leur société de portage. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la révolution mobile et sociale dans le recrutement. Plateforme géolocalisée d'emploi et recrutement par vidéo seront le menu du jour. À mardi prochain. Au revoir.